Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Taïwan International. Tout de suite, c'est l'émission On en parle à Taïwan. Bonjour à tous, c'est Megouin, Floriane Day, Elisa Dufaux. Pour On en parle à Taïwan de cette semaine et nous allons parler des sujets très variés cette semaine. À commencer par exemple, moi je vais vous parler d'un incident volontaire et involontaire d'un animateur chinois de la radio NHK, de la télévision NHK. Ok. Oui. Donc un animateur japonais. Non, chinois en fait. D'accord, ok. Oui, et ça a créé un scandale au Japon. Voilà. D'accord. Moi, je vais vous parler de culture avec un petit programme que je vous propose pour le mois de septembre. Et moi, je vais vous parler restauration pour continuer dans la lancée de la semaine dernière avec le guide Michelin, cette fois-ci les restaurants étoilés. Oui, en fait, le guide Michelin annonce toujours à une semaine d'intervalle chaque fois, en fait. Donc, d'abord, le guide du Bib Gourmand. De Bib Gourmand et ensuite le guide Michelin officiel, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, eh bien, on n'allait pas s'arrêter dans une si bonne lancée, c'est le cas de le dire. Mais on n'a toujours pas testé, en fait. Non. Mais parce que la radio nous a pas encore donné le budget pour aller tester les restaurants. Tu peux attendre. Moi, sinon, je veux bien me porter volontaire. Hein. D'abord, il faut commencer par une émission gastronomique. Ça, ce serait une bonne idée quand même. Hein. Oui. Alors, par quoi commence-t-on ? Est-ce qu'on commence par la radio, comme ça c'est fait, et puis après on passe à des choses plus joyeuses. Ok, commençons avec le sujet le plus désolant en fait. Désolant pour le monde radiophonique. En fait, c'est récemment la radiodiffusion NHK qui a des programmations en chinois, avait un animateur chinois qui diffusait du journal en fait. Donc c'était le 19 août. Et l'animateur chinois parlait d'un incident comme quoi il y a eu des graffitis sur l'une des colonnes au sanctuaire Yatsukuni. Voilà, on sait que c'est un sanctuaire qui provoque des problèmes à chaque fois parce qu'il y a des criminels de guerre qui sont honorés en fait. Oui, c'est un sanctuaire à Tokyo pour les victimes de la Seconde Guerre mondiale, mais il y a aussi, je crois, une dizaine de criminels de guerre vraiment de haut vol, on va dire. Voilà, classés, reconnus à l'international comme criminels de guerre. En tout cas, en parlant de ce sujet, apparemment la personne qui a fait de graffiti sur une colonne de ce sanctuaire était un Chinois. Mais bon, ça c'est autre chose. En tout cas, pour ce journal présenté en chinois, l'animateur a directement annoncé que Diaoyutai, donc les îles de Diaoyutai qui sont disputées entre Chine, Taïwan et Japon, appartiennent à la Chine. Tout ça à la radiodiffusion de NHK. Mais quel rapport avec... C'est une radio japonaise. Donc. C'est une radio japonaise, publique japonaise. Pour le programme en chinois, l'animateur a dit en chinois que ça appartient aux Chinois, mais pas aux Japonais. Ensuite, en anglais... Alors que les îles sont contrôlées par le Japon, mais revendiquées par la Chine. Et Taïwan, en fait. Et c'est pour ça qu'on parle toujours de Diaoyutai. Et les Japonais parlent des îles... Senkaku. Voilà. En tout cas, et par la suite, il a changé de langue. Il a commencé à parler en anglais dans son journal en chinois pour dire qu'il faut se souvenir du massacre de Nankin, réalisé par les Japonais en 1937. Il ne faut pas oublier les femmes de réconfort. Parce qu'elles étaient des esclaves sexuels, j'emploie ces termes, ils étaient des esclaves sexuels. Il ne faut pas oublier l'unité 731 du Japon, en fait. C'était une unité, je crois que ça s'appelle bactériologie. De recherche pour des armes bactériologiques. Et qui menait des recherches sur des humains avec des Chinois, en fait. Donc, tout cela, en 22 secondes, il a dû dériver pour parler de cela en chinois et en japonais dans une émission live. C'est vrai que c'est en lien avec le sanctuaire Yasukuni et la Deuxième Guerre mondiale, pour le coup.
Oui, mais c'est... Ce sont vraiment des attaques. Mais c'est pas des attaques, mais en tout cas, au Japon, ça passe mal puisqu'il y a un gouvernement qui est très conservateur, voire révisionniste. Après, c'est la radio NHK quand même. Et oui. C'est comme si un Chinois c'est comme le service chinois à la radio RTI qui disent que Taïwan fait partie de la Chine. Je crois que c'est la même chose en fait. En tout cas, ça fait pas partie de la position du gouvernement japonais et NHK est une radio publique. En fait, je pense que ce qui pose surtout problème, c'est le fait de déclarer que les îles Diaoyutai sont chinoises et pas japonaises, parce que ça, c'est une position officielle du gouvernement japonais. Après, le fait de parler du massacre de Nankin et des choses comme ça, enfin des crimes de guerre commis par le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale, ça, ce sont des faits historiques. Et pour le coup, le Japon a une position un peu ambiguë, c'est-à-dire que le gouvernement japonais a déjà reconnu ces massacres, mais en même temps, ça fait un petit peu longtemps et ils aiment pas beaucoup le rappeler. Et il y a beaucoup de députés de la majorité parlementaire qui souvent ont des propos oui, mais ça, c'est des faits historiques. Mais là, c'est une présentation du journal. Donc, c'était pas une émission sur ce genre d'événement, en fait. Donc, c'était vraiment l'animateur a volontairement placé ses propos qui ne sont pas liés à l'actualité. En fait, c'est ça aussi qui pose problème. Je pense que dans la ligne de rédaction journalistique, c'était pas dans la dépêche rédigée non plus, en fait. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que le journaliste, en fait, il est pas directement recruté par NHK. NHK, comme c'est un gros média, ils ont une sorte d'entreprise ressources humaines qui forme des journalistes et qui recrute des journalistes et qui travaillent pour la radio et la télévision NHK. Donc, c'est un employé qui est sur contrat avec cette entreprise qui vise à former des journalistes pour NHK. Voilà. Et il vit au Japon ou en Chine ? Il vit au Japon. Il travaille pour NHK depuis 20 ans. Et là, depuis cet événement, il a directement pris la fuite. C'est ça qui est le plus étrange, en fait. Il a pris la fuite depuis le Japon. Il a quitté le Japon. Et par la suite, il a fait, un jour plus tard ou quelques jours plus tard, il a posté sur ses réseaux sociaux pour dire qu'il a pris une photo de l'aéroport chinois pour dire qu'il est revenu sain et sauf en Chine, que les gens ne s'inquiètent pas de sa sécurité. Déjà, je ne pense pas qu'il serait exécuté au Japon, ce genre de choses. Je ne pense pas qu'il soit... Voilà. Son contrat aurait très probablement été terminé. C'est sûr. Là, de toute façon, c'était peut-être avec une amende ou quelque chose. Voilà. Mais probablement... En tout cas, il a dit 22 secondes, mais 22 années au Japon et 22 secondes, et j'ai pu dire ce genre de vérité. Et que je parlais du passé. Voilà. Et ce genre de choses. Après, on n'a plus de ces nouvelles. Il était applaudi par les internautes chinois, on peut imaginer. Mais ça pose problème au Japon parce que, du coup, d'abord, c'était le président de NHK qui a dû dire que il réfléchit à demander dommages intérêts en fait de la part de cet animateur pour nuire à l'intérêt du Japon en fait. Et le ministre des Affaires intérieures du Japon a directement dit que les propos de ce journaliste animateur va à l'encontre des missions de radiodiffusion publique de NHK et ce qui se passe très mal. Je pense que c'est surtout ça qui me gêne dans ça, c'est que NHK a directement déclaré que de toute façon, ils envisagent de ne plus faire de live, tout au moins pour le service chinois, et qu'à l'avenir, ce sera l'intelligence artificielle qui annoncera les actualités. Voilà. C'est-à-dire qu'il y aura des dépêches en japonais qui seront faites, traduits par, je ne sais pas, par des japonais qui parlent chinois peut-être. Des humains ou intelligence artificielle, je ne sais pas, mais en tout cas, ce sera fait à l'avenir pour éviter ce genre de problème. Et la déclaration du journaliste chinois par rapport aux 22 ans et aux 22 secondes, est-ce qu'il aurait fait cette déclaration parce qu'il a été dans le passé censuré sur ce qu'il voulait dire dans les news ou... Je pense pas. Je pense que simplement qu'en tant que Chinois, il a dû dire des choses qui n'allaient pas avec ses propres patriotisme pendant 22 ans. Par exemple, pour le chose comme Diaoyutai, je pense que c'est sa propre position en fait, et qui va à l'encontre du Japon. Et du coup, je pense qu'à chaque fois, il n'a pas pu dire des choses comme il voulait sur certains sujets, en fait. Je pense qu'il y a eu ça, mais ça, c'est la position de NHK, et voilà.
Du coup, ça, c'est quelque chose qui est passé récemment. Je pense que c'est surtout dommage pour le monde radiophonique. Enfin, c'est mon... c'est mon point Les de vue. mesures prises par la radio, oui, c'est assez fort. Oui. Et il y avait, enfin, C'est pour ça, bon, en fait. après, c'est difficile de dire il devrait pas faire ça ou comment est-ce qu'il devrait réagir, mais c'est vraiment dommage pour tous les journalistes et pour tous les animateurs radio, en fait. Voilà. Mais je trouve que c'est la motivation. En fait, on ne sait pas vraiment bien qu'est-ce qui l'a poussé à décider faire de cette dire initiative, ça prendre cette initiative, en fait. à ce moment précis. En tout Oui, cas, il c'est est ça. critiqué par des Chinois qui vivent au Japon aussi, parce que ça a provoqué la colère des Japonais, en fait. Enfin, de toute façon, ce genre de choses, ça irrite toujours les deux peuples des deux côtés, en fait. Du coup, je pense que la suite, il n'y aura pas vraiment de suite, parce que la personne a quitté le Japon, Oui. il vit maintenant en Chine. Donc, à moins de faire une attaque judiciaire transfrontalière, il n'y aura pas forcément de suite sur ce dossier, en tout cas. Mais c'est dommage pour comment l'orientation future de NHK sur la radiodiffusion en langue étrangère, pour NHK en tout cas. Et Voilà. c'est vrai que ça va continuer à attiser les tensions entre Chinois et Japonais, C'est sûr. que ce soit en Chine, au Japon ou ailleurs. Oui, de toute façon, une personne de plus ou de moins. La tension est toujours... je pense que depuis des années, ça a toujours été là. En fait, dès qu'on parle des sujets historiques ou territoriaux, ça reste les sujets qui fâchent pour les deux côtés, quoi. Voilà. C'est ça. Par un accident de radiodiffusion. Un HK, on pourrait dire. Voilà, c'est sûr, c'est bien de commencer par un sujet pas très joyeux. Oui, moi je vais vous parler de quelque chose de beaucoup plus léger. Alors je voulais vous proposer quelques sorties culturelles avec 3 propositions dans un style vraiment très différent. Alors tout d'abord, il y a le Festival de jazz de Taipei qui se tient ce week-end dans la capitale. C'est un festival qui dure 3 jours et qui se conclura le week-end prochain en fait avec 3 concerts en plein air et donc ouverts au public, gratuits, au parc forestier de Da'an. Il y a une programmation assez variée avec des influences asiatiques selon le festival. Il y a 5 groupes de jazz et notamment des grands noms de la musique jazz comme le jazzman Mike Stern qui a été 6 fois nominé aux Grammy Awards, donc c'est pas mal quand même. Et aussi la légende taïwanaise de la batterie, Rich Huang Ruifeng. Et il y a aussi, donc je vous disais, plusieurs concerts gratuits, également dans des bars taïwanais de la capitale, comme Oldie Goodie Live Music House ou Blue Note Taipei et Rev Now. Donc il y aura plusieurs endroits où on pourra aller écouter de la musique pendant ce week-end et le week-end prochain. Et la mairie de Taipei a pensé à une initiative vraiment très originale pour faire la promotion du festival avec des happenings dans le métro de Taipei ce week-end. C'est-à-dire ? Alors, il y a eu des performances musicales qui ont été données par le Taipei Jazz Orchestra dans les wagons du métro de la ligne rouge, où se trouve la station Da'an, justement, là où auront lieu les concerts gratuits. Donc, le week-end dernier, il y avait le maire de Taipei, Jiang Wan-an, qui était là avec la grosse caisse. Comme s'il n'y a pas suffisamment du monde dans le métro déjà, en fait. C'est ça, en week-end en plus. Oui. Mais bon, voilà, c'était un moyen de faire la promotion. Oui, c'est bien aussi. Et d'ailleurs, certains wagons du métro de la ligne rouge seront aussi décorés sur le thème du jazz, donc du 6 au 8 septembre. Et il y aura aussi de la musique jazz dans les stations. Donc peut-être pour remplacer les musiques habituelles. C'est quoi la décoration de jazz ? Eh ben, je sais pas, j'ai pas encore vu. Peut-être il y aura des saxophones, des choses comme ça. Ou peut-être des choses ambiance années 30-40, je sais pas, j'en sais rien. Des partitions. Voilà, peut-être que les gens chargés de la sécurité seront habillés comme dans les années folles, j'en sais rien. Ce serait rigolo en tout cas. Et donc voilà, ça donne envie de prendre le métro en tout cas la semaine prochaine pour voir, parce que franchement, je suis curieuse. En plus, toi, tu prends souvent la ligne rouge, donc tu verras bien ce qui se passe. Voilà. Et toujours en lien avec la culture et la musique, et en lien également avec le jazz, il y a le championnat international de breakdance de Kaohsiung, dont le nom officiel est le Kaohsiung Respect Culture Breaking International Championship. Donc sans doute qui respecte la culture du hip-hop et du breakdance. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi ce nom. C'est difficile à comprendre en fait. Voilà, c'est un... On respecte le breakdance. Voilà. Et c'est un championnat qui se tiendra au Centre de la musique de Kaohsiung les 14 et 15 septembre.
C'est une compétition de haut niveau avec 6 danseurs et juges de niveau olympique, puisqu'il y a désormais un niveau olympique pour le breakdance. Bon, je sais pas, apparemment ça va pas continuer, mais oui, bon, on ne sait pas si ça va en tout cas, continuer pour ou cette pas. fois-ci. Voilà, donc on peut notamment citer Phil Wizard, un danseur canadien d'origine coréenne qui a remporté les championnats du monde de breakdance en 2022. Et il a aussi remporté accessoirement la médaille d'or en breaking aux Jeux Olympiques de Paris cet été. Sera aussi présent le b-boy sud-coréen Hongten, qui est âgé de 39 ans, donc plutôt dans le jury depuis plusieurs années. Ou encore Meno, qui est un néerlandais qui a aussi participé au JO de Paris de cet été. Et donc les deux ont remporté 3 fois le championnat du monde organisé par Red Bull, le Red Bull BC One World Champions. Et il y aura aussi Ayumi, une big girl qui a aussi participé au JO de Paris et qui sera cette fois-ci dans le jury. Donc du beau monde. Et bonne nouvelle pour les amateurs de breakdance et pour ceux qui veulent tout simplement découvrir cet art, l'entrée est gratuite pour voir les compétitions le samedi et le dimanche. Le samedi, ce sont les préliminaires pour sélectionner donc les gens qui participeront au final, demi-finale. Et le dimanche, c'est l'événement principal. Et il y a aussi une compétition le samedi pour les moins de 15 ans. Il suffit simplement de s'inscrire à l'avance sur Acupass et de réserver son ticket. Pour le programme, il y aura des battles en équipe, en individuel, avec des compétitions pour les femmes et pour les hommes, et aussi une nouvelle compétition pour une catégorie individuelle ouverte à tous les styles. Et il y a des prix intéressants à remporter, puisque au total, il y a une enveloppe de 1,5 million de dollars taïwanais, 42 000 euros, répartis dans plusieurs prix. Mais financé par qui ? Waouh. C'est rare de voir des primes aussi importants, en fait. Mais c'est au total, en fait. Oui, mais quand même. Donc, voilà. Et enfin, dans un style vraiment totalement différent, pour le coup, il y a le Centre national des arts de Kaohsiung, plus connu sous le nom de Wei Wu Ying, qui commémore cette année les 100 ans de la mort de Puccini, compositeur d'opéra Puccini. Je vous ai dit, c'est vraiment un style très différent. Il y en aura pour tous les goûts, voilà. Effectivement. Donc c'est dans le cadre de cette célébration que le centre va jouer le 3e opéra du compositeur. Il s'agit d'un opéra dramatique en 4 actes en italien, d'après l'histoire du Chevalier des Grieux et de Manon Lescaut. Donc c'est un opéra qui s'appelle Manon Lescaut. Il a été composé en 1899, entre 1889 et 1892, pardon. Il a été joué pour la première fois en 1893 et c'est le premier grand succès de Puccini. Donc les Taïwanais vont pouvoir découvrir ce livret et cette interprétation de Manon Lescaut qui donnera lieu à plusieurs représentations qui seront données entre les 7 et 8 septembre et coproduites par Wei Wu Ying, le Théâtre national de Slovénie et le Théâtre Colombo en Argentine. Donc c'est vraiment un projet international avec comme directeur artistique Tien Wen Bin, un célèbre chef d'orchestre taïwanais qui a été le directeur de l'Orchestre national symphonique de Taïwan pendant plusieurs années de 2001 à 2007. Voilà, donc c'est grâce à lui qu'ont pu être joués pour la première fois à Taïwan des classiques de l'opéra et de la musique classique européenne, comme La Damnation de Faust de Berlioz, Tristan et Iseult, L'Anneau de Nibelung de Wagner. Et donc ce choix de ce classique d'opéra italien, c'est une bonne nouvelle pour les amateurs d'opéra, mais encore une fois, presque toutes les représentations d'opéra à Taïwan, c'est à Kaohsiung ou à Taichung. Donc à Taipei, il n'y a pas beaucoup de choix pour l'opéra. Mais bon, on ne va pas se plaindre. Souvent, il y a beaucoup plus d'offres culturelles à Taipei. Donc c'est bien que ce soit un petit peu réparti dans le pays. Les grandes salles sont construites par la suite à Taichung et à Kaohsiung, en fait. Oui, c'est ça. Et alors par contre, une mauvaise nouvelle, c'est que... il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Une bonne nouvelle, c'est qu'il y a toujours des places. Et la mauvaise nouvelle, c'est que les billets vont jusqu'à... 5200 NT, je crois, donc environ 150 €. D'accord. Donc, en fait, c'est bien parce qu'il y a quand même des places à 500 NT, donc 15 € qui sont encore disponibles. Donc, on peut y aller avec dépêchez-vous. Dépêchez-vous pour prendre une place dans le poulailler pour que ce soit moins cher. Et de toute manière, on entend mieux dans le poulailler, c'est bien connu. Voilà, donc... En tout cas, de quoi aller à Kaohsiung, en fait. Oui, c'est ça. C'est vrai, il y a 2 grands événements à Kaohsiung et un à Taipei, donc n'hésitez pas à aller découvrir ces pièces-là, ces concours de danse. En tout cas, moi j'ai hâte de voir ça. Et puis, après avoir écouté les concerts, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, remplir le ventre.
Exactement, il faut Voilà. aller au restaurant. Et après une place à 5200 NT, quoi de mieux que d'aller dans un restaurant étoilé? Ou de manger un bol de continuer riz à 50. vider son portefeuille. Et puis en plus, il y a l'embarras du choix, puisque... Alors, à votre avis, combien y a-t-il de restaurants étoilés à Taïwan? 49? Bien. Toi, t'as regardé les news. Mais t'es allé C'est à ça? combien en Oui, fait c'est ça. Donc, il y en avait 44 l'année dernière. Cette année, il y en a 10 nouveaux et donc 5 qui ont perdu leur étoile. Oh. Et oui, ça arrive aussi. Il y en a qui perdent volontairement l'étoile aussi. Hein. Il y en a qui... Alors, volontairement, il y en a un qui a fermé aussi. Mm. Donc, oui, voilà, il y a des changements. Parmi les nouveaux, il y en a plusieurs qui... Enfin, ou les restaurants qui ont gagné une étoile pour la première fois, certains sont tout nouveaux aussi. Mm. Donc voilà, ça bouge aussi pas mal. Et d'autre part, je voulais aussi commencer par vous parler de 6 restaurants qui ont une étoile verte. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des étoiles vertes du guide Michelin? Alors, je n'en ai jamais Écolo. entendu parler, mais j'imagine que c'est des plats avec des ingrédients plus locaux et Voilà. plus Mm. durables, des choses comme ça, C'est issus de ça, l'agriculture exactement, oui, durable. c'est ça. Donc, Mais est-ce qu'ils sont végétariens? alors, eh bien, il y en a 6 en tout à Taïwan qui ont cette étoile verte, dont 2 végétariens. D'accord. Alors que dans Oh. la liste des restaurants étoilés, aucun n'est végétarien. D'accord, donc ce sont pas des étoiles normales. Ça compte pas dans les étoiles 1, 2, 3. Non. C'est des étoiles en plus, c'est ça? Alors, il faut aussi avoir une très, très bonne qualité gastronomique Oui. pour avoir une étoile verte. Et d'autre part, être engagé pour avoir une approche plus respectueuse de l'environnement. Donc, soit avec des producteurs locaux, en proposant des aliments de saison, en travaillant sur l'économie d'énergie, le traitement des déchets et sur voilà, tous ces différents aspects. Il n'y a pas de critères ou de normes très précises, parce qu'ils disent aussi que ça dépend vraiment de chaque restaurant, de son contexte, mais il faut vraiment que ce soit des restaurants engagés sur ce plan-là, tout en maintenant une bonne qualité gastronomique. Je le répète, ça ferait une bonne idée de reportage. Oui. Une tournée des étoiles vertes, des tables étoilées vertes de Taïwan. Voilà, donc parmi ces 6 restaurants, il y a Embers, Haoyu, Hosu, Xiao Xiao Shu, Little Tree Food, donc il y a un des restaurants végétariens, Shanghai Lo, Mountain and Sea House. Il y a le restaurant Tomatien, donc par un chef qui avait été en France aussi, qui travaille, voilà, j'en avais entendu parler à d'autres moments, pour la recréation d'un alcool à base de patates douces, notamment qui était de l'époque japonaise, où ils ont replanté les patates douces. Bon, toute une C'est sûr, histoire. c'est vert. Pas de douce. Et puis, il y a le Yangming Chuntian, donc à Yangmingshan, de la montagne, qui s'appelle Yangming Spring en France. Oui, parce que en c'est anglais. d'abord un hôtel C'est aux ça. sources chaudes. Tu es déjà allé? Ouais. Non? Si la radio me paye, oui. Il va falloir vraiment qu'on pense à demander des subventions pour aller visiter tout ça et faire des Des émissions. sources chaudes. Voilà. Donc, Gwendal Poulenek, qui est le directeur international du guide Michelin, a déclaré par rapport au restaurant de Taïwan que Taïwan est une île magnifique qui se targue d'une abondance d'ingrédients divers et de chefs talentueux. La sélection de cette année reflète la remarquable capacité de Taïwan à honorer ses racines culinaires traditionnelles, tout en adaptant de nouvelles tendances. Donc je continue la citation. Nos inspecteurs ont noté que l'industrie de la restauration taïwanaise est florissante, avec de nombreuses nouvelles ouvertures qui ne se limitent pas à des modèles commerciaux à petite échelle comme auparavant, et que la haute gastronomie ne s'applique pas seulement à la cuisine de style occidental, mais qu'elle est aussi clairement visible dans la cuisine contemporaine taïwanaise ou asiatique. Donc il y a pas mal de restaurants, enfin à la base les restaurants étoilés étaient souvent, ou plus souvent, Occidentaux. voilà, il y a pas mal de gastronomie Française. notamment, et européenne, italienne aussi, espagnole Et japonaise. et japonaise. En fait, en général, les restos étoilés à Taïwan, c'est plutôt ça. C'est soit occidental, soit japonais. il y a aussi pas mal de Il y a pas beaucoup de restaurants Taïwanais. Il y a le chinois, de canard cuisine laqué. chinoise Mm. qui sont aussi... Yuan. Voilà. Donc il y a 3 restaurants 3 étoiles qui sont les mêmes que l'année dernière. Le Taïroir, le Palais et JL Studio à Taichung. Voilà, les 2 autres sont à Taipei, donc qui ont conservé leur place. Et le restaurant Le Palais, Yigong, a reçu la note maximale du guide pour la 7e année consécutive.
Voilà, le fameux canala qui est en fait proposé par ce restaurant, oui. Donc, dans les 6 restaurants qui avaient reçu 2 étoiles en 2023, à l'exception du Liberté qui a fermé ses portes, tous les autres ont à nouveau reçu des étoiles. Donc il y a des restaurants de cuisine espagnole, française, avec un chef japonais. Le restaurant s'appelle l'Atelier de Joël Robuchon. Mais le chef est japonais, ne vous laissez pas prendre par le nom du restaurant. Il y a aussi Logi, donc cuisine japonaise, Ro et Mudan avec la cuisine aussi asiatique et innovative. Ro bientôt va fermer ses portes, d'ailleurs. C'est Ah ce oui. que Sarah nous a présenté, ça. L'autre D'accord. jour avec le chef André Chang. Chang. D'accord. Et ensuite, parmi les 41 restaurants à 1 étoile, donc il y a les 10 restaurants nouvellement récompensés, dont Minimal à Taichung, qui est le premier établissement de crème glacée au monde à recevoir une étoile Michelin. Donc Intéressant. c'est un glacier en fait, et avec des Minimal. Ouais, ça s'appelle Minimal C'est où? à Taichung. D'accord. Intéressant. Je sais pas intéressant. Oui, plus notons. précisément que ça. Mais donc voilà, c'est vraiment avec des lignes très épurées, un peu un Je me travail sur demande combien le ils blanc vendent et le crème. probablement un petit peu cher, mais en tout cas, ce sera moins cher qu'un plat avec, C'est sûr. enfin qu'un Avec repas la complet. viande, oui. Ça a l'air magnifique en tout cas. Je suis déjà en train de faire mon shopping. C'est très beau, hein. C'est vraiment gastronomique, ça se voit. Donc voilà, et puis après, il y a plusieurs autres restaurants. Et je voulais aussi remarquer qu'il y a une personne qui a reçu le prix du meilleur service de cette année, qui s'appelle Xu Yunshan, et donc elle a reçu des éloges pour son interaction avec les dîneurs et son style impeccable, chaleureux et attentionné. Donc elle a plus de 10 ans d'expérience dans l'industrie de la restauration, et le guide écrit que Xu Yunshan est une femme aimable, passionnée et sûre d'elle, et son engagement et son service ont rendu l'expérience gastronomique mémorable et agréable. Est-ce qu'on sait, elle travaille dans quel restaurant? Non, c'était pas précisé. D'accord, ok. Par contre, ce qui était précisé, c'est la personne qui travaille dans le restaurant UNG à Taichung, qui a gagné le prix du sommelier. Et donc, c'est Zhang Yahui, et c'est la première fois qu'une femme a reçu le prix du sommelier à Taïwan. Donc, elle a aussi été récompensée. Wow. Voilà, le restaurant a été récompensé d'1 étoile, et elle a reçu ce prix-là. Parce qu'elle a des connaissances et une expertise, et elle excelle dans la création d'associations intrigantes, rehaussant les saveurs des plats traditionnels taïwanais par des accords judicieux. Waouh. Eh ben, Voilà, donc une autre raison d'aller à Taichung, après ou avant la glace, Après l'opéra. après l'opéra. Et pour je vois qu'ils ont un menu de dessert entre 1200 et 1400. Pardon. En 2022, c'était 800 NT. Là, c'est passé à... C'est un menu avec plusieurs plats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 desserts. 7, ouais. 7 desserts différents, mais qui sont chacun d'une bouchée Ouais. ou deux. Ok, allons-y. Intéressant. Franchement intéressant. Ça reste quand même plus abordable qu'un restaurant étoilé avec un menu complet. Mais Et oui, mais parce que effectivement- ça coûte pas le même prix aussi Ouais. de préparer. Et donc, On a d'autres personnes qui sont récompensées? Ou on a d'autres- une dernière personne qui est récompensée, qui a eu le prix du jeune chef. Et donc, c'est Chung Ting-yu, Tim Chung Ting-yu, qui travaille au restaurant Huist, qui veut dire maison ou habiter en néerlandais, qui est aussi à Taichung. Voilà, apparemment Taichung est à l'honneur. Donc, c'est un restaurant ouvert l'année dernière, récemment aussi récompensé d'1 étoile. Et donc, ce jeune chef, selon le guide, propose des plats sans artifice, mais on peut clairement sentir sa créativité intelligente et ses solides compétences pour mettre en valeur la scène culinaire taïwanaise et rehausser son image raffinée. Waouh. Ça donne envie, en fait, tout ça. N'est-ce pas? Je trouve aussi. Ouais, voilà, c'est sur ces bons plats Tout qu'on à n'a fait. pas goûté encore, qu'on doit conclure notre On en parle à Taïwan de cette semaine présentée par Meg Wang. Florian Dai. Elisa Dufaux. Merci de votre écoute et à bientôt.